L'univers des startups est un univers fascinant. Partir d'une idée pour en faire un produit, quel voyage palpitant, mais qui ne s'arrête jamais en cas de succès. Le produit ne cesse d'évoluer, la stack logicielle change et se diversifie, et les fondateurs, qui ont souvent pris les postes clés dans l'entreprise, doivent aller vite, s'adapter et évoluer eux aussi. Aujourd'hui, je reçois Jean Le Brumant. Jean est actuellement le CPO de Brigade, et c'est une évolution récente de son poste, puisqu'il n'y a pas longtemps encore, il en était le CPO et le CTO. Jean nous raconte les choix qu'il a dû faire par rapport à l'évolution de Brigade et pourquoi il a décidé de se retirer de son rôle de CTO. Salut Jean, bienvenue. Hello, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors tu es le CPO de Brigade. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est Brigade? Alors Brigade, on est une plateforme de mise en relation entre d'une part des entreprises et d'autre part des professionnels à leur compte dans les secteurs de la restauration et du médico-social. Et on permet à des entreprises de pouvoir poser des missions, créer des missions pour des besoins ponctuels de courte durée et trouver des experts, des professionnels qualifiés pour justement pourvoir ces besoins. Et côté brigadeur, donc c'est la communauté des professionnels sur la plateforme, eh ben, on leur permet de faire grandir leur réseau en tant qu'indépendants, d'avoir accès à des nouvelles missions, de connaître justement de nouveaux établissements et en fin de compte de pérenniser une façon de travailler assez nouvelle pour eux, qui est d'être un indépendant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la tech, qu'on connaît bien dans le produit, dans le design, mais c'est quelque chose qui était beaucoup moins répandu avant dans la restauration et dans le médico-social. Et en fait, nous, notre mission, si tu veux, c'est de leur proposer en fait à ces milliers de professionnels et demain, on espère millions, une nouvelle façon de travailler, plus libre, plus valorisante, leur permettant de choisir quand ils souhaitent travailler, avec qui ils souhaitent travailler, donc de plus du coup être tributaire de conditions de travail qui étaient dans ces industries-là assez complexes parce que tu avais des contraintes horaires difficiles. Quand tu es cuisinier dans un restaurant, tu finis tard la nuit et tu as des horaires qui sont assez complexes qui du coup s'allient mal, par exemple, avec une vie de famille. Et nous, on leur permet justement de reprendre un petit peu contrôle sur leur carrière, sur leurs conditions de travail, avec des rémunérations qui sont bien supérieures à la moyenne sur le marché. Et c'est ce qu'on leur permet de faire avec vraiment une logique un petit peu d'agent, un peu comme un agent de footballeur, tu sais, où justement on est là pour faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur leur mission et sur leur carrière. Et on est là pour les aider au quotidien avec une démarche de long terme, puisque grâce à la plateforme et à la data qu'on a sur justement leur mission et la satisfaction de leurs clients, eh ben, on est en mesure de leur proposer aussi de nouveaux métiers. Donc, par exemple, un serveur qui aura effectué plusieurs missions via la plateforme, on peut lui proposer au bout de quelques missions de tester des missions en tant que chef de rang pour voir si ça lui convient et si il procure la même satisfaction à ses clients dessus. Donc voilà, donc on essaie vraiment de créer un cercle vertueux et de long terme avec ces gens-là. Et nous, les feedbacks qu'on a de nos utilisateurs, côté brigadeur, c'est grâce à vous, j'ai un peu redécouvert mon métier, métier qui était bien souvent d'ailleurs une vocation, parce que les gens qui travaillent dans la restauration ou dans le médico-social, c'est avant tout des gens qui aiment ces industries-là et qui ont une véritable vocation. Et justement de redécouvrir le métier, de reprendre plaisir à faire leur métier de façon beaucoup plus valorisée, où ils sont beaucoup plus maîtres de leur emploi du temps, etc., etc., comme je le disais précédemment. Et pour les entreprises, c'est dans des industries en flux tendu, où il y a beaucoup de turnover, où il y a une activité qui n'est pas stable. Justement, même quand il y a des coups de bourre, avoir une solution de confiance qui leur permet d'avoir accès à des professionnels hyper qualifiés, même un peu en last minute, pour leur permettre de systématiquement avoir le bon staff au bon moment. Tu es le fondateur ou le cofondateur de Brigade? Tout à fait, ouais, cofondateur. Alors, j'ai été CTO pendant. Alors, Brigade, on l'a lancé avec mon associé il y a 6 ans maintenant. Et pendant les 5 ans et demi, j'ai été à la fois CPO et CTO. Donc, à la fois à la tech produit. Et là, depuis 6 mois, comme la boîte, elle a pas mal grandi, on est maintenant plus de 100 collaborateurs
au sein de Brigade. On a une communauté de plusieurs milliers de professionnels freelance en France et en Angleterre, parce qu'on est aussi présent en Angleterre. Là, il était temps pour moi de me concentrer que sur un des deux. J'ai choisi le produit parce que c'était avant tout la continuité de ma casquette entrepreneuriale, de créer le produit leader de notre marché et vraiment d'implémenter la vision et la démarche entrepreneuriale de ce qu'on a voulu créer avec Flo depuis le début dans le produit pour que nos utilisateurs puissent vraiment être au contact de cette solution au quotidien. Ok. Mais alors, les métiers de la restauration, de la santé ou de l'industrie, c'est quand même assez éloigné de l'IT. Qu'est-ce qui t'a un peu amené à co-créer cette entreprise? Alors en fait, c'est venu d'un constat assez simple. En 2015, mon associé avait investi dans un restaurant et moi j'ai une partie de ma famille qui vient de ce milieu-là. Et en fait, c'était au moment où, depuis ton téléphone, il y avait plein d'apps pour commander plein de choses et de l'avoir en instantané. C'était le grand début du on-demand, donc pour avoir un VTC, pour avoir une pizza, pour commander quelque chose sur un e-commerce. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même incroyable que dans une industrie aussi représentative de la France, qui est la restauration, les restaurateurs, ils galèrent systématiquement à mettre des petites affiches sur leur compteur en disant recherche serveur urgent. Et en cas de coup de bourre, eh ben, c'est la pile de CV. J'appelle mon cousin qui vient me dépanner ce soir pour gérer ma terrasse parce que mon serveur est malade ou il a eu un accident, quoi que ce soit. En fin de compte, c'est qu'il n'existait aucune solution pour ces gens-là pour trouver du staff qualifié de façon instantanée. Et c'est un peu là qu'est devenue la démarche. Et du coup, pendant plusieurs mois, on a vraiment testé plein de solutions avec eux avant de trouver justement la solution que je te pitchais justement en début de recording, qui est cette plateforme de mise en relation qui gère tout, de la création de mission, envoyer la proposition aux brigadeurs qui ont les bonnes compétences, les brigadeurs acceptent la mission, premier arrivé, premier servi. Et du coup, on automatise tout, y compris les flux financiers, les générations de factures entre les parties, etc., etc. Ok. Aujourd'hui, donc, tu es le CPO et avant, tu étais le CTO. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement la différence entre ces deux rôles? Alors, le CPO, c'est celui qui crée le produit. C'est celui qui décide quelles vont être les fonctionnalités, qui va aussi superviser toute la partie design et qui va justement gérer l'ensemble des personnes qui vont créer le produit. Donc, les product managers, les product designers, tout l'aspect data analyse aussi, le product marketing également. Et CTO, c'est vraiment les développeurs. Donc, c'est ceux qui vont construire le produit d'un point de vue implémentation. Alors, sachant que nous, et parce que moi j'avais les deux casquettes depuis le début, j'ai toujours fait en sorte d'avoir une équipe technique très intéressée et qui s'approprie aussi beaucoup le produit, et à l'inverse, une équipe produit qui va être au plus proche possible du travail des développeurs. À tel point que même j'ai un product manager chez nous qui est maintenant est product engineer parce qu'il est à moitié product manager et à la moitié software engineer. Donc il a la capacité sur un scope assez précis de passer de la recherche utilisateur, la conception, les spécifications, le dev et même la mise en prod. Et ça, c'est vraiment une des très grandes forces de Brigade, c'est qu'on a toujours eu un ADN hyper tech. Et même au produit, j'ai toujours fait en sorte qu'il n'y a pas si tu veux, de rupture entre le produit et la tech, mais qu'il y a bien en fait un sentiment d'unité, c'est une seule équipe virtuelle, entre guillemets, qui construit le produit ensemble, et chacun vient avec son expertise pour justement faire en sorte d'avoir un peu la pluralité des idées pour qu'on ait à la fin la meilleure solution. Ok. Si on reprend depuis le début de Brigade, au moment où vous êtes lancé, vous êtes deux dans le projet? Alors, on était trois à la base. On avait un troisième associé qui avait la casquette de COO, qui est resté avec nous pendant un peu plus d'un an, puis après qui a préféré partir pour d'autres aventures. Mais en fait, très rapidement, si tu veux, on a eu la chance, avec un petit peu d'investissement initial, de constituer une petite équipe. Alors, au début, qui était constituée uniquement de stagiaires, comme toute startup qui se respecte, et avec notamment une équipe technique qui nous venait d'Epitech, qu'on avait formé, donc de 6 personnes qui se connaissaient, qui étaient des potes de promo. J'ai moi-même fait Epitech, mais je suis un tout petit peu plus âgé qu'eux. Et en fin de compte, ces 6 sont arrivés vraiment, on a construit le projet ensemble, hein. Ils sont arrivés avant même qu'on ait nos premiers bureaux, donc ils font vraiment partie de l'histoire, hein. Et aujourd'hui, ces 6 d'ailleurs, la plupart sont restés, et c'est eux qui tiennent le haut du pavé de l'équipe technique, parce qu'ils ont grandi avec l'entreprise, et c'est des gens qui sont à la fois très très passionnés de la mission de la boîte et du projet, et c'est des gens qui sont passionnés de technologie,
et qui à chacun d'ailleurs a trouvé un peu sa spécialité, un peu son sweet spot. Mais chacun, en fin de compte, a véritablement eu cette envie de monter en puissance avec Brigade. Et en tant que passionnés de tech, ils ont vraiment su forger leur seniorité en grande autonomie. Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus d'avoir une aventure vis-à-vis de notre communauté et de l'impact qu'on a sur la vie de notre communauté, c'est que c'est aussi une aventure humaine avec des gens qui ont cru au projet depuis le début et qui ont essayé de nous accompagner. Et ce qui fait qu'on a une équipe aujourd'hui, sur une boîte de 6 ans, on a quand même pas mal de gens qui sont là depuis 4 ans et plus. Et ça, c'est vraiment... c'est aussi une grande force parce que tu as des gens qui ont une grande maîtrise du produit Brigade, qui ont vraiment la vision en tête qu'on essaye de dérouler. Et du coup, ça donne une très grande vélocité aussi et une très grande énergie. Et c'est vrai que quand on recrute de nouvelles personnes aujourd'hui, ils disent ah, non, c'est dingue, j'arrive chez vous. Enfin, il y a un tel commitment des gens, c'est galvanisant. Quand tout ça a débuté, t'as donc endossé le rôle de CTO. Est-ce que enfin, quelle était ton expérience dans le domaine et quels étaient tes challenges du moment? Alors moi, si tu veux, pour aller un petit peu en amont de quand on a démarré la boîte et quand j'ai pris ce rôle de CTO, moi j'ai commencé à coder à 14 ans. J'ai commencé à coder, en fait au début je tombais dans la tech même un peu avant ça, c'est quand mes parents m'ont donné un premier ordinateur, quand ils avaient marre que j'aille sur le leur quand j'avais 10-11 ans. Et en fait j'ai eu un problème de Wi-Fi, parce qu'à l'époque le Wi-Fi c'était pas aussi fonctionnel que celle d'aujourd'hui. Et en fait, même le technicien qui avait installé l'ordinateur chez mes parents, il n'avait pas réussi à le résoudre. Et en fait, à force de lire la notice de la carte Wi-Fi et la notice du routeur News, à l'époque, c'était pas numérical, c'était News, et ben, j'ai réussi à le faire fonctionner un jour. Et mes parents m'ont dit, non, c'est dingue ce que tu as fait. Enfin, nous, on n'a même pas été capable de le faire. Et en fait, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, parce qu'après, je me suis intéressé à comment ça marche un ordi, c'est quoi les composants, c'est quoi le rôle d'une carte mère, d'un processeur, de barrette de RAM, etc. Et j'ai traîné sur beaucoup de forums de hardware à l'époque. Et en fait, j'ai fait plein de choses, de l'overclocking, j'ai aidé les gens à monter des ordinateurs, enfin, je faisais tout ça à 12, 13, 14 ans. Puis en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, comment on crée un forum? Et c'est là où j'ai commencé à regarder sur le site du Zéro à l'époque les premiers tutoriaux en HTML, CSS, PHP, JavaScript. Parce que dans une démarche très entrepreneuriale de comment on fait ça, et de me dire, tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien tester ça, je me suis intéressé à comment on le faisait. Et c'est là où j'ai vraiment découvert une passion qui a supplanté même mes premiers, mes premiers hobbies sur le hardware, qui était le développement, programmation. Et donc là, je suis vraiment rentré à fond là-dedans. J'ai développé plein de sites, à la fois pour des associations, à la fois pour des projets personnels, mais toujours dans une démarche assez entrepreneuriale. Et du coup, après, je suis rentré à Epitech parce que c'était ce que je voulais faire. Je voulais vraiment être professionnel en software engineering, quoi. C'était vraiment le métier que je voulais faire. Mais encore une fois, avec ce côté, j'ai envie de créer des projets, j'ai envie de créer une boîte, etc. C'est pour ça que j'ai travaillé en startup tout au long de mon parcours d'étudiant à Epitech, parce que c'était vraiment l'écosystème qui me plaisait. Et du coup, j'ai été développeur dans plusieurs boîtes sur différentes technos, sur différents types de projets. Et ça m'a permis aussi de me construire sur le plan professionnel et de voir un petit peu comment une entreprise fonctionnait sur différentes tailles de boîtes, même si c'était surtout des petites boîtes. Et bref, ça a été hyper intéressant. Et du coup, quand on a commencé Brigade avec mon associé, moi j'avais 22 ans, c'était mon stage de fin de master. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, toujours un petit peu rigolote, hein, c'est que Epitech, pour valider que ma création d'entreprise, c'était pas une coquille vide pour faire 6 mois de stage à la plage, je faisais une soutenance justement pour présenter un petit peu que le projet, c'était quelque chose de sérieux et de solide. Et j'avais le directeur des masters, donc du cycle expertise, comme il l'appelle à Epitech, qui était le patron du jury pour valider cette création d'entreprise en stage de fin d'études, qui était là. Et c'était quelqu'un avec qui je m'entendais assez bien. On avait déjà échangé un petit peu par le passé. Et puis, il a connu le projet Brigade comme ça. Puis après, on a continué un petit peu d'échanger. Un peu plus tard, quand la boîte commençait à avoir ses premières réussites, sa première croissance, quoi. Et puis je lui ai dit, tu sais, à un moment, là, l'équipe grossit pas mal, je commence à recruter des gens en CDI en plus. Là, j'ai besoin d'un bras droit Head of Engineering. Et en fait, c'est lui que j'ai recruté. Donc, je suis passé de son étudiant à c'est devenu mon bras droit. Et puis, c'est lui maintenant donc, il est arrivé Head of Engineering, puis après VP Engineering, et là, maintenant CTO. C'est lui qui a repris le flambeau cet hiver, là, après plus de 4 ans chez nous. Donc, c'est la belle petite anecdote sympa sur l'histoire de Brigade.
Donc, en fait, moi, en tant que CTO, je suis arrivé avec assez peu d'expérience parce que, en fait, j'avais fait 2 ans d'entreprise avant en parallèle de mes études et j'étais très passionné par ce que je faisais. Donc, j'avais vraiment, je m'étais intéressé à beaucoup de technologies. J'avais vraiment été très, très actif sur plein de projets. Du coup, j'avais déjà un certain nombre d'acquis à mon actif. Et assez naturellement, bah, j'ai fait les choses avec une équipe de gens un peu plus jeunes que moi, mais très talentueux. Donc, c'était avant tout de les guider dans la création du produit et de faire un peu lead développeur au début, chef de projet, un peu product manager aussi. Donc, tu vois, c'était vraiment d'être un peu couteau suisse autour de cette équipe-là pour faire en sorte qu'ils travaillent sur ce qui apporte de la valeur à l'entreprise et qu'on ait une cohérence technique sur ce que l'on fait un minimum, même si l'objectif à ce moment-là, c'était pas, à nos débuts, c'était pas de faire du code scalable et dans une architecture telle ou telle ou telle. C'était avant tout de créer un produit qui crée de la valeur, qui crée de l'attraction auprès d'utilisateurs avec un business model qui nous permet de créer une vraie entreprise. Et pas simplement un projet sympa, mais qui n'a pas de raison d'être. Et donc ça a été les premières étapes pendant la première année, de faire vraiment du test and learn. On a testé plein de produits, plein de business models, plein de choses, jusqu'au jour où on est arrivé avec le Brigade tel que je te l'ai pitché au début. Et en fait, une autre anecdote un peu marrante, c'est le premier jour, on a fait plus d'argent que les 6 mois avant sur les autres tests qu'on avait fait. Et là, on s'est dit, bah, c'est bon, là, on pense qu'on a, on a enfin trouvé l'idée qui marche, qui met tout le monde d'accord. Et c'est là, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on passe au cycle de la boîte qui se cherche à la boîte qui va faire de la croissance sur son product market fit qu'elle venait de trouver. Donc là, on a vraiment changé de braquet. Et puis moi, en tant que CTO, c'est là où j'ai changé aussi un petit peu de job, entre guillemets, parce que le CTO, en fait, le rôle de CTO, quand tu crées une boîte, il évolue tous les 6 mois et de façon assez radicale. Donc au début, tu es développeur, après tu es lead dev, après tu es plutôt manager, après tu passes ta vie à faire du recrutement. Bon, en plus de ça, j'avais la double casquette avec le produit, donc ce que je vivais sur la tech, je vivais aussi sur le produit, où bah, au début, c'est toi qui fais les specs, c'est toi qui fais les designs, c'est toi-même des fois qui va faire un peu de design, enfin voilà, tu fais plein de choses. Et puis après, jusqu'au moment où tu vas recruter tes premiers product managers, et puis voilà, tu fais grossir un peu l'équipe. Et toi, à chaque fois, tu es la personne qui va préparer la boîte et l'équipe au stage d'après, quoi. Donc, tu as aussi une partie d'auto-formation pour appréhender les prochaines étapes. Donc, ça a été, voilà, pendant 5 ans et demi, un jeu successif d'évolution pour faire en sorte systématiquement d'armer la boîte par rapport à ces challenges futurs. Dans ces premiers temps, évidemment, on sait dans une startup que on est amené à porter plusieurs casquettes, mais le rôle de CTO, est-ce que c'est un rôle donc finalement technique ou est-ce que tu as plus l'impression de faire du management et d'essayer d'entraîner tes équipes à s'engager sur le produit? Est-ce que tu te places dans un rôle de faire les choix technologiques ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu gères toujours avec ton équipe? En fait, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question et il n'y en a pas de mauvaise. Je pense avant tout que ça dépend du projet. Tu as des projets qui vont être hautement technologiques, où tu vas devoir créer une technologie de rupture pour proposer ton service ou ton produit. Bon, bah ça, c'est vrai que le CTO, il va avoir un rôle d'architecte, un peu de la solution, et c'est quelqu'un qui va être très technique, qui va être très dans la technique et qui va rester les mains dans le cambouis, entre guillemets, pendant les premières années. J'ai plusieurs exemples en tête, que ce soit Algolia, que ce soit Golem aussi, ou des gens qui justement, bah, en fait, ils ont créé eux-mêmes un petit peu le noyau dur de leurs produits, de leurs services, un peu vraiment en innovation R&D, quoi. Puis après, il y a des boîtes plus comme Brigade, où nous, c'est avant tout créer un produit qui a son lot de complexité, parce que quand tu crées un produit end-to-end qui est capable justement de gérer des flux financiers, génération de factures, vérification de KYC, avec un algorithme qui permet d'envoyer les propositions de mission aux membres de la communauté qui répondent aux critères de la mission créée. Enfin voilà, il y a pas mal de complexité aussi. C'est un produit qui est complexe, qui est assez vaste. Mais moi, j'étais vraiment dans une logique en fait, on va créer un produit qui va être vaste. Du coup, je vais avoir besoin de pas mal de monde. Du coup, mon objectif, c'est avant tout de créer une équipe, de créer une organisation et de rendre les gens, je vais pas dire indépendants, mais experts, pour faire en sorte justement de les faire grandir et que en fait, on crée différents pôles et que ces pôles aient à chaque fois un expert qui soit capable de faire grandir le pôle et de faire pérenniser ce que l'on fait. Donc moi, je me suis toujours mis dans la peau d'un CTO très créateur d'une organisation
plus que créateur d'une technologie. Moi, j'ai assez vite arrêté de coder, malgré que c'était mon premier amour, mais parce qu'en fin de compte, c'était pas ce dont avait besoin l'entreprise. Et moi, c'était plus l'entrepreneuriat qui m'animait qu'être CTO codeur, entre guillemets. Et c'est pour ça que moi, mon objectif, ça a été de faire en sorte que la tech, ça soit l'enabler de la boîte, hein, et ça soit jamais le bottleneck de la croissance. Donc, tous mes choix étaient vraiment sur ces deux fondations, sur ces deux idées. Et du coup, moi, c'est pour ça que très vite, j'étais dans la tech est une solution et pas la tech pour la tech. T'es arrivé aussi enfin, la création de la boîte est arrivée à un moment charnière où pas mal de choses ont changé dans le paysage, aussi bien infrastructure que dev. Je veux dire, il y a cet engouement pour le mobile. C'est un peu plus avant, mais n'empêche, il y a pas mal de choses qui ont changé là-dedans. Aussi bien dans le langage, je sais que sur du JS, par exemple, il y a eu beaucoup de bouleversements, et le passage au cloud natif. En quoi tout ce paysage qui change très vite a pu t'affecter dans tes choix ou dans la remise en question de ce que tu crées? Alors, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé, hein, parce qu'en 2015-2016, AWS était vraiment le leader incontesté. Azure commençait à créer son offre. Google avait 3 trains de retard. Enfin, voilà, et AWS, c'était mature. Voilà, on pouvait vraiment se projeter avec eux sur la durée. À mon grand dam, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un AWS français ou européen, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que du coup, sur toute la partie gestion infrastructure, solution cloud assez bas niveau, entre guillemets, on était servi, ça c'est sûr. Après, sur l'environnement des langages et des frameworks et des technologies autour de langages, c'est vrai qu'on est arrivé au bon moment parce que c'est là où tu avais React.js qui commençait à apparaître comme étant le clear leader par rapport même à un Angular. Il y avait Vue.js qui était un petit peu en train de se dessiner, mais voilà, React, c'était un petit peu ce qui mettait tout le monde d'accord. Et sur le natif, tu commençais à avoir React Native qui arrivait. Et alors moi, je viens surtout du monde du mobile natif. Moi, j'ai dû recréer une app from scratch pour une boîte où j'étais pendant 1 an et demi. D'ailleurs, c'était mon associé, c'était sa précédente boîte, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, au moment où on a décidé de refaire l'app, parce que pareil, l'app c'était un peu un plat de spaghetti, et puis la boîte commençait à passer à l'échelle, il fallait revoir le truc. Et l'app iOS c'était 80% des ventes, donc c'était vraiment important. T'as Swift qui arrive. Et moi, en tant que lead développeur à l'époque, je dis bah attendez, on va pas refaire une app pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années. En objectif C, quand il y a Swift qui arrive. Donc en fait, mais vraiment, hein, genre Swift est arrivé, ça faisait 1 mois qu'on était en train de bosser sur l'architecture de la future app. Donc c'était parfait. Donc là, on a fait du Swift. Alors ça a été, c'était un enfer parce que la techno plantait tout le temps, le compilateur, en fait, dès que tu changeais un fichier, ça recompilait et tout. Enfin, donc chaque compilation, c'était une demi-heure, alors que normalement, c'était instantané en Objective-C. Enfin, c'était un enfer. Mais en tout cas, ça m'a appris plein de trucs. Puis à la fin, on a quand même sorti un truc en Swift. En plus, le langage a énormément évolué avec des breaking change au début. Enfin, c'était vraiment une cata. Je m'attendais de la part d'Apple, par naïveté évidemment, mais je m'attendais à un truc un peu plus mieux foutu, un peu plus mature à la sortie. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser un iPhone. Ton iPhone, tu l'achètes, il plante pas. J'ai eu la naïveté de penser qu'il ferait la même chose avec un langage. Enfin bref, et du coup, donc voilà, moi j'ai toujours été j'ai beaucoup aimé tester des technologies un peu de rupture, hyper innovantes, parce que je me dis, tu vois, c'est ça le futur. Il faut que tu embraces le futur aujourd'hui, parce que sinon, si tu te projettes sur un truc à 5, 6, 7, 8, 10 ans, avec une technologie, tu sais qu'elle va se faire déclasser dans les 2, 3 prochaines années, je trouve que c'est un peu dommage. Donc en fait, bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que React Native est arrivé à peu près quand on a commencé à créer la boîte. Bah, j'ai dit direct React Native. Sauf que moi, React Native, c'était pas simplement changer un langage. C'était une nouvelle philosophie de faire du natif. C'était au lieu d'avoir une équipe Android, une équipe iOS et une équipe web, et ben tu te dis, j'ai une équipe JavaScript, entre guillemets, et en fin de compte, même si tu as évidemment des bridges natifs à faire pour aller un peu dans le détail, faire des UX un peu plus léchés, utiliser des widgets natifs de l'environnement iOS et de l'environnement Android, bah, tu as quand même, à la fin, ce que tu fais au quotidien, c'est quand même du JavaScript. Et du coup, moi, je dis, la Banco, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. À l'époque, ça devait être en version 0.x, donc c'était vraiment... Alors, tu me diras, c'est toujours en version 0.x, si je dis pas de bêtises, mais c'était vraiment les toutes premières versions. Et on a mis vraiment les mains dedans.
Alors ça a pas été de tout repos, mais en tout cas, ça a été un choix payant parce qu'aujourd'hui, on est en React Native toujours et surtout que la personne en charge à l'époque chez nous de porter ce projet-là, bah, il est devenu tellement expert que maintenant il est core contributeur React Native, justement sur le repo open source. Donc c'est là où je te dis que nous, on a des gens qui sont arrivés au début du projet, qui ont vraiment grandi avec nous et qui ont développé des expertises, mais très, très pointues. Et alors, donc ça a été un choix très payant. Après, j'ai fait d'autres choix qui se sont révélés des plus grosses erreurs et qui justement ont demandé des refactoring pour enlever ça. Totalement, en fait, tu avais Amazon quand on a commencé à aller chez eux qui avait sorti leur produit Lambda et avec une promesse de dire scalabilité infinie, pas de DevOps, enfin voilà, etc. Donc je dis bah coup de banco, nous c'est un produit relativement simple, donc on va faire des lambda quoi, avec API Gateway. Bon pareil, alors ça c'était une catastrophe pour le coup. Ça n'a pas du tout marché. À la fin on est sorti et on est reparti sur un truc beaucoup plus classique, mais qui même aujourd'hui met tout le monde d'accord. C'est Nomad Consul tu fous ça, tu fais du Dockerisé sur du EC2 et c'est très bien. Et en définitive, on est repassé là-dessus. Donc voilà, ça a été génial parce qu'il y a des nouvelles technologies qui se sont mises en place et qui avaient tout l'air d'être les prochains leaders. Donc on a fait des choix un peu voilà, un peu courageux et qui ont bien porté leurs fruits entre React.js, React Native et Node.js mine de rien aussi. Et puis après, il y a des choses où j'ai été beaucoup plus conservateur, notamment le choix de base de données où j'ai voulu rester sur PostgreSQL et pas de me faire avoir par les chimères NoSQL où au début tout le monde jurait que par ça, puis après les gens ils sont un peu revenus derrière. Mais voilà, donc ça a été un mélange de choix opportuns et d'erreurs évidemment. Mais ça a été effectivement une bonne période parce que des technologies quand même beaucoup plus accessibles dans l'ensemble. En tant que CTO et cofondeur, tu as quand même une vue aussi sur le business, sur l'argent qui rentre, et en quelle mesure quelle est ta liberté d'action par rapport aux technologies? Est-ce que tu as les mains totalement libres et puis tu peux lancer n'importe quel projet, ou faut toujours regarder par rapport aux rentrées d'argent, par rapport aux choix, évaluer les risques, etc. Bah, déjà, je ferais moi vraiment la distinction entre un CTO qui est cofondateur et un CTO qui ne l'est pas dans la création d'une entreprise. Parce qu'avant d'être CTO, tu montes une boîte, c'est ta boîte. Hein. Enfin, que tu co-crées, évidemment. Et tu portes effectivement la casquette technologique de l'entreprise en tant que CTO. Donc, mais toi, à la fin, capitalistiquement, c'est ton entreprise, tu as envie que ça marche. Donc, t'es pas, tu fais les choix rationnel par rapport à ce que tu dois faire et ce dont la boîte a besoin pour vivre et prospérer. Donc évidemment que tu fais très attention et que du coup ça te donne une grille de lecture un petit peu différente parce qu'avant tout tu montes une entreprise et qui est une boîte tech et du coup tu vas faire les bons choix sur la tech pour ça. Donc effectivement, ça te octroie une confiance des investisseurs, parce que les investisseurs, quand ils investissent dans une boîte qui vient de démarrer, c'est avant tout sur la confiance des fondateurs, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une grande chance que la boîte pivote, que la boîte il y a plein de rebondissements, donc c'est pas tant sur une idée précise qu'ils vont investir, c'est ils vont investir sur un marché, sur peut-être une traction d'un produit auprès d'utilisateurs, sur une taille de marché supposée, mais avant toute chose, sur des profils. Voilà, bon, bah, il y a Flo et Jean, c'est des gens, ils ont bien pigé l'entrepreneuriat, ils ont la bonne démarche, c'est des gens talentueux à plein d'égards, on a confiance en eux. Et nous, c'est un projet qui nous intéresse, c'est un marché qui nous intéresse, bon, bah, on investit. Mais évidemment que les premiers investisseurs, ce qu'on leur a pitché à 5 ans, on ne l'a pas fait, on a fait complètement autre chose. Et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà. Et ce qui fait que oui, donc là-dessus, bah, tu n'as personne qui te dicte quoi faire. Après, tu as la responsabilité de prendre toi-même tes décisions et de faire face tout seul à tes erreurs. Donc ça, c'est pas la même responsabilité non plus. Et puis après, tu as un enjeu de budget aussi. Hein. Tu fais pas tout dans la tech. Il te faut des commerciaux, il te faut du marketing. Il te faut différents ensembles pour que l'entreprise puisse vivre et créer une offre cohérente et pas simplement un produit qui ne vit pas. Et donc, c'est systématiquement un jeu d'équilibriste entre rajouter des commerciaux, investir dans ton produit, etc., etc. Tu as dit que tu étais à l'époque aussi bien CPO que CTO. Ça veut dire que tu es aussi responsable de la partie opérationnelle, le run de l'application, aussi bien que de la conception de l'application. C'est deux mondes très différents et qui généralement engendrent quelques tensions, d'où l'avènement du DevOps et des choses comme ça. Comment ça se passe dans une startup? Est-ce que les choses sont plus fluides, ou est-ce qu'il y a quand même eu des tensions entre ces deux mondes, Ops et Dev?
Quand tu dis ops, tu parlais operations, parce que en fait, tu vois, nous, on a une définition d'opération. L'opération, ça va être tout ce qui va être autour du customer success, tu vois. C'est régler les problèmes des utilisateurs et superviser les mises en relation, que ça se passe bien, prendre les bonnes actions, remonter des choses du terrain, etc. Donc Non, c'est quand je parlais des opérations, c'était vraiment dans le sens les personnes qui sont en charge de faire tourner la stack logicielle sur l'infrastructure, de alors l'opérer. ouais, alors ça, donc du coup, c'est assez tech, c'est pas produit ça du coup. Donc déjà au sein de la tech, nous en fait, on a pris un DevOps assez rapidement. Alors, je pourrais plus dire exactement quelle année. Et parce que moi, c'est en fait du coup, moi j'ai beaucoup échangé avec d'autres CTO de boîtes euh, plus ou moins matures, enfin de tailles diverses, et tout le monde m'a dit deux choses. Ils m'ont dit franchement, t'y penses jamais au début, mais c'est du luxe, et tu me diras merci plus tard. C'est dès que tu peux, tu te prends un DevOps, et dès que tu te prends, tu te prends un QA engineer. Parce que ça va te donner, ça va t'enlever un paquet de problématiques à gérer pour rester poli. Et ça t'apporte vraiment du confort et ça va se faire gagner du temps à tes développeurs. Parce que le DevOps, il va s'assurer, et en fait, au-delà du run, simplement sur les infras, parce qu'en définitive, avec AWS, c'est quand même assez simple. C'est surtout sur toute la partie deployment du code, l'intégration. En fait, c'est toute la boîte à outils des devs pour développer au quotidien, faire en sorte que tout soit plus rapide, plus facile, industrialisé, automatisé, scripté, qu'il y ait le moins d'actions manuelles, error prone à faire justement dans un cycle de dev, dans un cycle de deployment. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, la partie QA qu'on a fait venir un peu plus tard là-dessus, c'est justement pour éviter, alors les devs, mais aussi le produit, de faire une phase un peu de recettage qui, plus le produit est complexe, plus c'est long, et c'est hyper manuel. Et voilà. Et du coup, c'est garantir un enjeu de qualité et de consistance sur ton produit sans que plus ton produit grossisse, plus cette phase-là elle soit longue et interminable. Donc ça a été vraiment deux choses qui ont été, alors surtout le DevOps, parce que les devs, ils ont vu du jour au lendemain, ah putain, tout ce qui était chiant avant, désolé pour les... pour le vocabulaire, mais voilà, c'est plus smooth, c'est plus agréable, ça me fait gagner du temps au quotidien. Le QS, ça a mis un peu plus de temps, parce que tu as quand même une phase de setup initiale qui est un peu plus longue. Mais aujourd'hui, tu vois, on est très content justement d'avoir une stack de QA automatisée et avoir quelqu'un de très senior qui pilote justement toute cette partie-là en concert avec la tech et le produit. Après, pour une autre question que j'anticipe, qui est un peu les relations entre le produit et la tech, parce que ça aussi, ça peut faire très souvent jaser. Bah, en fin de compte, quand toi, tu es à la tête des deux, tu es aussi là un peu justement pour prendre des choix en connaissance de cause, parce que tu as la vision business, que pourrait avoir un CTO également, pas simplement un CPO. Et tu as aussi bah, la complexité de l'implémenter, le coût de l'implémentation. Enfin voilà, c'est comment ça fonctionne derrière. Tu vois. Donc tu as vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Et ça, c'est top parce que ça te permet de prendre des décisions hyper rationnelles, très rapides, en sachant exactement là où tu mets les pieds et d'éviter une tonne de débats pendant les premières années. Parce que, en fait, la tech et le produit sont tellement intimement liés au début que c'est vraiment une bonne façon de faire. Après, quand tu arrives à un certain niveau et que le produit, bah, de façon très logique, prend une part très importante dans les opérations de l'entreprise, parce que le produit, il est en soutien de la scalabilité de l'entreprise, il est en soutien de la croissance, et puis tu commences à vouloir faire aussi ton produit, de le faire grandir avec plus de fonctionnalités. Tu as plus des enjeux stratégiques qui se rajoutent à tout ça. Et côté tech, bah, tu n'as plus que la tech pour le produit. Tu as la tech aussi bah, pour soutenir les opérations, notamment avec les sujets de data. Faire en sorte que toutes les équipes de ton entreprise soient équipées avec la donnée dont ils ont besoin pour faire leur métier. Bon, bah, ça, c'est de la data engineer. Et en fait, tu as une tech aussi qui n'est plus simplement au service du produit, entre guillemets, de son implémentation, mais qui est au service de l'entreprise dans sa globalité. Et c'est là où c'est dur, si tu veux, de garder une vision très à la fois transverse mais fine de chacune des problématiques sur ces deux scopes. Parce qu'à la fin, les scopes commencent à vachement s'éloigner. Et c'est là où j'ai fait le choix de dire c'est le moment d'arrêter. Parce que sinon, je ne vais plus être capable d'aller dans un niveau de détail qui va me permettre de prendre des décisions en mon âme et conscience. Justement, tu as parlé de l'évolution de ton rôle de CTO et au fur et à mesure, tu es amené à abandonner des casquettes. Alors, c'est sans doute pour le bien au final, mais c'est jamais évident de renoncer à quelque chose sur lequel on avait le pouvoir décisionnel.
on doit déléguer, et c'est jamais facile dans un premier temps. Comment ça s'est passé quand tu as dû ou quand tu as décidé de déléguer justement certaines responsabilités qui t'incombaient avant? De façon assez naturelle, parce que c'est des choses que j'ai toujours beaucoup anticipées. En fait, moi, je me suis dit toujours 2 choses: que la tech devrait jamais être le bottleneck de la boîte et moi non plus. Parce que c'est pour ça que j'ai très tôt arrêté de coder, pour me concentrer sur l'organisation, sur le management et surtout sur le recrutement. Puis après sur le produit évidemment. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'appréhende pas. C'est quelque chose qui, en fin de compte, je trouve tout à fait naturel et même sain. Ça veut dire que quand tu délègues, c'est que la boîte a atteint un nouveau palier et soit tu n'es plus la bonne personne pour faire ça, soit tu n'as plus le temps de le faire. Donc à la fin, c'est une bonne problématique. Et moi, je suis avant tout, moi, je suis avant tout focalisé sur de quoi la boîte elle a besoin pour grandir, la croissance de l'entreprise. Tu vois, hier c'était la tech, aujourd'hui c'est le produit, demain ce sera peut-être autre chose. Et c'est très bien comme ça. Moi, si tu veux, ma démarche avant tout, c'est une démarche entrepreneuriale. Donc moi, je regarde l'organisation, de quoi elle a besoin et comment je me positionne par rapport à ses besoins et je fais ce qu'il y a à faire. Euh, et du coup, par contre, déléguer, ça, c'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain en te réveillant. C'est quelque chose que tu dois anticiper, préparer et avoir les bonnes personnes en place pour que ça se fasse du mieux possible. Moi, quand Brieux il est devenu CTO, ça fait, voilà, il n'y a pas eu une grande marche à monter pour lui du jour au lendemain. Peut-être que la nouveauté pour lui, ça a été quand tu fais partie du C-level, tu assistes au board, tu es dans les discussions transverses C-level de la boîte. Là où avant, il était plutôt cantonné à des décisions stratégiques, techniques. Mais c'est lui qui portait déjà une partie des décisions techniques, même complexes et très strates sur ce périmètre-là. Pour reprendre ce cycle de vie de la vie d'un CTO aussi, on parle évidemment qu'à un moment, il faut bien enlever des casquettes, mais au fur et à mesure que le produit se développe, j'imagine que tu as dû endosser des casquettes que tu avais peut-être pas anticipées ou qui étaient en tout cas pas là au commencement. Tu as parlé de la data, par exemple, c'est un truc qui se rajoute en plus. Peut-être que le mobile était pas là le jour 1. Enfin, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de stacks techniques qui se rajoutent, j'imagine. Tout à fait et ça, je pense que c'est pas en fait, soit ça va être des refactoring, de parties existantes, et en fait, tu l'anticipes assez vite parce qu'en fait, ne serait-ce que, tu regardes le nombre de plaintes des développeurs quand ils doivent faire quelque chose sur la stack technique et tu comprends qu'il va falloir que tu t'en préoccupes. Là où c'est un peu plus pernicieux parfois, c'est sur des nouveautés, notamment sur la data, où là, effectivement, ouais, là, il faut vraiment que tu sois un petit peu aux aguets parce que le problème, c'est que je vais te donner un exemple très simple. Imagine, tu vois, du jour au lendemain, tu as les ops ou les sales ou le marketing qui ont besoin de data un peu profonde pour justement faire un forecasting sur un modèle d'acquisition, etc. En fait, eux, ils vont pas trop comprendre c'est quoi les tenants et les aboutissants en termes de data pour faire tout ça. En fait, du jour au lendemain, ils peuvent te demander en disant, bah voilà, j'ai besoin de tout ça pour faire mon exercice de forecasting. Elle te dit, bah, c'est super, ces data-là, en fait, on les a, mais de façon silotée sur des outils différents, sur des SaaS, sur des machins. Et on n'a pas de data warehouse pour justement faire en sorte d'agglomérer l'ensemble de ces données pour qu'ensuite elles soient exploitables. Donc ça, bon, ça, heureusement, ça ne nous est jamais arrivé parce qu'on a toujours un minimum anticipé. Et c'est même moi qui allais voir les gens en disant, tiens, je pense à mon avis que tu as besoin de plus de data et faisons ce travail ensemble pour anticiper et que le jour où ça soit une réalité pour toi, on soit armé en conséquence. Mais ça, effectivement, si tu fais pas cet exercice d'anticipation, tu peux te réveiller un matin et ça va être compliqué parce que les gens ils vont avoir besoin de ça pour aujourd'hui et là, ça peut être dur. Tu as parlé de produits SaaS. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être quelques intégrations ou des choix qui sont faits au niveau d'Amazon, des produits qui sont utilisés. Quand tu fais le choix de build versus buy, est-ce que c'est plutôt un choix business ou plutôt un choix technologique? C'est surtout business. En fait, moi, un peu ma logique là-dessus, ça a toujours été de dire, on code ce qui est core business à la boîte. Ce qui n'est pas core business, on va utiliser des solutions qui existent déjà parce que on va aller plus vite, même si des fois tu peux avoir des solutions qui sont pas très matures, ça va être chiant à intégrer, etc. Mais dans les faits, tu vas quand même plus vite, qu'on le veuille ou non.
ça va te coûter moins cher à faire et surtout, tu as pas de maintenance. Enfin voilà, c'est une fois que c'est là, c'est là. Donc des fois, ça peut faire grincer les dents, parce que, voilà, oui, mais on aurait pu le faire aussi et cetera et tout. Mais il faut savoir, en fait, se concentrer nos efforts et moi, le nombre de fois où on m'a dit: «Mais non, mais ça, j'aurais pu le faire, c'était pas si dur que ça» et en fin de compte, on a pris une solution et en fin de compte, la solution, bah, on a vraiment fait progresser nos usages dessus très rapidement, et on a eu plein de travail à faire sur des choses core business hyper importantes. Je me dis: «Bah, heureusement qu'on n'a pas perdu du temps à réinventer la roue sur certains sujets qui étaient des sujets, mais complètement éloignés de notre core business, quoi. Et donc voilà, il faut vraiment faire le choix. Par contre, tu vois, il y a des choses où clairement, on va pas outsourcer, on va pas utiliser des technos tierces. On va le faire nous-mêmes parce que ça fait partie intégrante de notre core value proposition. Et ça, si on le fait pas, en fait, on n'est même pas en maîtrise de ce qui fait brigade. Donc ça, c'est la limite qu'il faut savoir mettre. Qu'est-ce qui t'a amené donc dans l'évolution de ton poste à... Alors, est-ce que c'était un choix volontaire parce que tu aurais pu encore prendre la charge des deux postes il y a un certain temps, ou est-ce que ça a été une nécessité de devoir splitter les deux rôles de CPO et de CTO? En fait, tu peux toujours garder les 2 rôles. Après, c'est juste que tu vas avoir tellement de layers de management entre les 2 pour justement pas que tu exploses en vol, qu'en fait, à la fin, je trouve que tu es plus assez dans le détail pour être efficace. Donc, en fait, si tu veux, l'équation, c'était il fallait avoir, que le C-level, le ou les C-level sur la partie produit technique soit quand même assez hands-on, soit quand même proche de l'opérationnel. Parce qu'on n'est pas non plus en taille de boîte où tu es sur un pôle de 150 personnes et le C-level est vraiment dans la strate parce que tu as des enjeux stratégiques, à plein d'égards sur du M&A, sur plein de choses. Et là, tu commences à te couper de l'opérationnel quotidien. Là, on a la taille de boîte où tu es un peu dans l'entre-deux, donc il faut quand même que tu sois très proche de l'opérationnel quotidien. Donc la complexité, c'est que tu peux pas être sans middle management avec une équipe de 25 et plus personnes. Tu peux pas, c'est pas possible. Il faut que tu aies du middle management, mais il faut que tu l'aies, qui va pas non plus trop toi te déconnecter du terrain sur des choses où en fin de compte, il fallait que ça soit plutôt dans ton scope que dans le scope d'un de tes managers. Le problème, c'est que si je gardais les deux casquettes, il aurait fallu que j'ai des VP sur chacun des sujets, et au final, ça m'aurait quand même pas mal déconnecté, donc je ne ferais pas ça très efficace. Ça, c'était la première problématique. La deuxième, c'est aussi que bah, tu as des gens talentueux qui sont avec toi depuis longtemps, ils ont des ambitions aussi, et le fait de leur donner accès à ces postes-là, ça va aussi faire un appel d'air pour les gens que cette personne-là manage. Et au final, ça va permettre aussi, c'est une bonne façon de pérenniser des gens qui sont dans l'entreprise depuis longtemps et qui ont envie aussi de grandir et qui ont l'opportunité de grandir dans d'autres boîtes. Donc c'était aussi une façon de se dire, bah, tu vois, je passe le flambeau à quelqu'un qui a largement fait ses preuves depuis 4 ans. Moi, ça me permet de me focaliser sur quelque chose qui, en plus de ça, bah, devenait un peu ma majeure. Et c'est quelque chose que moi j'adore. J'adore construire un produit, j'adore travailler au contact des équipes produits. Je trouve que c'est ce qui me rapproche le plus de la casquette entrepreneuriale qu'on avait au début. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer. Et puis moi, en fait, pour moi, tu vois, je suis pas, j'ai fait du dev, pas pour être dev. J'ai fait du dev pour avoir un background technique qui me permet justement de créer des projets technologiques et d'avoir d'avoir la connaissance très fine du fonctionnement de ces projets-là. Mais moi, j'aurais jamais voulu et je voudrais jamais être CTO d'une boîte ultra tech parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus forts que moi sur des segments précis en technologie qui vont beaucoup plus s'éclater et qui sont beaucoup plus judicieux pour ce poste-là. Et donc au final, c'est pour ça que moi, le produit, c'était plutôt ma next step logique pour moi. Et ça me permettait aussi de faire un appel d'air à des gens très méritants en interne pour qu'ils prennent plus de responsabilités et qu'ils n'aient pas un plafond de verre du fait que moi, je sois CTO, que la personne en dessous de moi soit VP Engineering et qu'eux aient des postes un peu plus éloignés de la stratégie. Ça permet de faire monter aussi des gens plus proches de la stratégie. Est-ce que ça complique un peu les choses de splitter les responsabilités? Non, parce qu'en fin de compte, avec Brieux, on a toujours partagé cette même vision commune que le produit et la tech devraient faire partie d'un même ensemble, parce que eux, c'est ensemble qu'on crée un produit. T'as pas le bureau d'études d'une part et la factory de dev de l'autre côté, hein. Ça, c'est l'exemple d'une mauvaise boîte tech ou d'une boîte qui est justement pas assez tech. Non, nous, c'est vraiment de la collaboration. Et nous, en plus, on a une excellente entente entre lui et moi, ce qui fait qu'on on arrive à piloter
ces deux équipes dans un sens commun, de façon très naturelle. Et non, c'est ça que j'ai aimé avec Brieux, c'est que j'avais aussi toute confiance pour faire en sorte que moi, ce que j'avais voulu créer en termes de culture produit tech au sein de la boîte, on puisse le maintenir, le faire grandir, évidemment l'améliorer, et qu'on garde un peu cet ADN de dire la tech est vraiment hyper connectée avec le business, avec le produit, et le produit est hyper connecté avec les enjeux tech. Et alors, parle-moi un peu plus du rôle même de CPO, puisque j'en connais pas grand-chose. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est un rôle qui t'amène à travailler plus avec les développeurs ou plus avec les clients? Alors, le rôle de CPO, c'est être responsable du produit. Donc, c'est quel produit on crée, quelles sont les fonctionnalités de ce produit. Tu supervises aussi toute la partie product design, enfin la partie design visuel, et tu travailles du coup avec toutes les parties prenantes dans l'entreprise et les utilisateurs pour créer le produit de demain. Donc en fait, tu es au carrefour de plein de choses. Tu es au carrefour de la stratégie que moi je porte. Tu es au carrefour des besoins en croissance pour soutenir la croissance de l'entreprise, avec optimiser tes parcours utilisateurs pour augmenter tes taux de conversion, faire en sorte que quand tu as 100 personnes qui veulent s'inscrire sur Brigade, et ben à la fin du funnel, tu n'es pas 20 personnes, mais 30 personnes. Bon, bah, tu vois, c'est l'optimisation. Tu as aussi des enjeux de scalabilité. Bon, bah, comment on fait en sorte que des équipes qui ont encore des process manuels sur des actions métiers, bon, on les automatise. Alors ça, c'est à cheval entre le produit et la tech, évidemment. Mais tu as quand même une démarche à la fin de c'est quoi l'expérience qu'on crée pour nos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment côté produit. Et voilà, donc en fait, tu es vraiment au carrefour de tout. Des devs, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui viennent de la tech, parce qu'ils sont les mains dans le code, et puis en plus, ils sont très câblés produits business, et avec tous les stakeholders, donc les sales managers, le marketing, les opérations, évidemment les utilisateurs, et la stratégie, comme je le disais juste avant. Et du coup, moi, j'ai constitué une équipe de product managers qui sont des responsables produits d'un sous-périmètre du produit global, avec des designers, avec du product marketing, et tous ensemble, on crée justement le produit sur toutes ses facettes en collaboration avec toutes les parties prenantes. Là aussi, tu arrives à une période charnière. On a eu cette crise du Covid qui est encore présente, mais à moindre mesure. Par contre, ça a affecté tout le paysage de ton industrie où tu es positionné, justement, la santé, la restauration. Est-ce que ça a changé les usages? Alors oui, beaucoup. Alors déjà, nous, ça nous a beaucoup changé parce que nous, quand on a lancé Brigade, nous, on était que sur la restauration. Et nous, c'était de se dire, bon, bah, nous, en fait, on va devenir leader européen de la restauration, puis après, on va se mettre sur d'autres industries. Et on avait déjà référencé l'industrie de la santé comme étant un bon candidat pour nous, parce que même si c'est des métiers très différents, avec des expertises très différents, tu as des patterns sur les besoins en travail temporaire dans cette industrie-là qui étaient très similaires à la restauration. Et aussi des contraintes pour les professionnels, où c'était aussi des métiers de vocation, enfin c'était des vocations aussi, et des complexités et une lourdeur dans ces métiers-là, sur des carrières complexes, pas assez valorisées, avec des contraintes horaires dures, des rémunérations qui suivent pas. Et en fait, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient en commun, donc c'était vraiment un excellent candidat. Et du coup, bah, en fin de compte, on a inversé nos stratégies avec le Covid, parce que le Covid, tu as la restauration qui est dans les choux. Donc, 80% de notre chiffre d'affaires, on l'a perdu du jour au lendemain. Donc, la boîte se met en gestion de crise, etc. Et nous, on s'est dit, voilà, il faut lancer la santé, puisque la santé, Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, on fera de la croissance parce que les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques vont rester ouverts. Voilà. Donc, on a fait ça en 2020. Ça a cartonné parce qu'il y avait effectivement un énorme besoin à ce moment-là, mais ça continue de cartonner aujourd'hui et c'est devenu un truc qui est très significatif chez nous. C'est pas un side project, c'est comme on le dit maintenant, c'est Brigade avant, c'était un avion avec un réacteur, bah maintenant c'est un avion avec deux réacteurs, donc on va aller encore plus vite, encore plus loin. Et ça, c'est vraiment maintenant, on a deux pôles qui sont conséquents les deux, le pôle hospitality, le pôle healthcare, et on grossit vraiment sur ces deux pôles, sur les deux pays où on est présent aujourd'hui, qu'on a pu conserver malgré le Covid, qui sont la France et l'Angleterre. Donc ça, c'était déjà en interne l'impact du Covid. Après, sur les usages, je pense que tu as pu voir dans la presse écrite qu'il y a eu énormément de gens qui ont quitté la restauration, ont profité de la crise du Covid pour changer de carrière. Parce que les gens qui étaient dans la restauration, enfin, c'est des horaires qui sont très compliqués, donc pour avoir une vie de famille, c'est pas facile. C'est des rémunérations qui sont franchement pas très avantageuses par rapport à l'expérience et à ton savoir-faire.
Donc il y en a effectivement beaucoup qui ont décidé de dire, bah, moi, être cuisinier ou être serveur en CDI, c'est terminé, je vais aller faire autre chose, où je gagne aussi bien ma vie, voire même mieux. Et en plus de ça, j'ai des horaires qui sont beaucoup plus faciles pour concilier avec une vie de famille, avec des passions, etc., etc. Et en fait, nous, on apporte une réponse à tout ça. C'est que nous, on permet à ces gens-là de rester actifs dans les métiers de leur vocation, de pas devoir, en fait, de pas devoir faire le choix difficile de se dire, pour avoir une vie meilleure, je vais changer d'industrie. Alors que c'était une industrie que j'aimais à la base. C'est ça le pire. Et nous, on leur dit, mais non, vous pouvez continuer à travailler là-dedans, mais d'une façon complètement différente, radicalement différente. Vous êtes maître de votre emploi du temps. Vous avez accès à des rémunérations beaucoup plus intéressantes. C'est beaucoup plus stimulant et challengeant parce que vous avez justement la possibilité de travailler dans différents établissements de différentes typologies. Donc, vous allez apprendre plein de choses, des nouvelles techniques, des nouvelles équipes, des nouvelles façons de faire, de nouvelles choses. Et en plus de ça, vous avez la capacité très rapidement, même plus rapidement que si vous étiez en CDI, d'avoir accès à de nouveaux métiers. Donc, vous allez grandir professionnellement plus rapidement. Et en fait, ça, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens quand tout le monde nous disait, mais il y a un shortage pas possible dans la restauration, c'est terrible, on n'arrive plus à recruter un CDI. Nous, on a toujours autant de nouvelles personnes professionnelles qui veulent devenir brigadeurs. Parce qu'en fait, justement, plus que jamais, ils ont envie de liberté et de pas revenir sur le pré-Covid, leur façon de travailler. Et c'est ça qui est absolument génial avec nous, c'est que ça a accéléré en fait ce besoin de changement dans ces industries qui étaient pour les travailleurs complexes. Et les solutions existantes avant que nous on arrive ne permettaient pas d'apporter cette satisfaction. Je comprends que ça a créé beaucoup d'attrait vers Brigade, mais en quoi ces changements un peu soudains ont pu affecter peut-être la roadmap du produit? Comment tu as dû revoir tes plans? Est-ce qu'il y a eu des frustrations aussi vis-à-vis de tout ça, ou est-ce que ça n'a pas eu un impact aussi grand que ça? Alors, toutes les crises ont leur lot d'opportunités, mais évidemment, ça n'efface pas la complexité. Donc, nous, on a dû évidemment, quand tu as une entreprise qui perd 80% de son chiffre d'affaires, qui ne fait plus de croissance et qui est tankée dans le sable tant que les restaurants sont fermés, évidemment, on a dû faire des choix très difficiles. On a dû séparer une partie de l'équipe, on a dû aussi gérer avec l'activité partielle. Enfin, voilà, ça a été pour le moral des gens dans l'équipe qui étaient là, qui venaient d'arriver ou qui étaient là depuis le début, fallait fallait accepter. Voilà, il y avait, ça n'a pas été évident. On a évidemment perdu des gens sur la route, hein. On n'est pas sorti de ça complètement indemne, c'est évident. Mais après, ça a eu son lot d'opportunités parce que, en fin de compte, on avait justement, bah, si tu veux, en fait, quand on a fait de la croissance au début de la boîte, on a fait de la croissance sur une stack technologique qui était la même, qui nous a servi à faire à trouver notre product market fit. Donc, on commençait à accumuler une dette technique qui était un véritable danger pour la croissance de l'entreprise. Donc, on avait entamé des travaux pour revoir l'architecture, notamment du back-end au début, parce que c'était le pire, c'était le plus compliqué. C'est où il y avait plus de dettes. Et en fin de compte, on a profité du Covid aussi pour revoir l'archi du front-end. Et en fin de compte, on a tout réécrit. On a profité du Covid pour réimplémenter l'ensemble de notre produit, donc back, web, mobile, sur une nouvelle architecture. Et on a fait un gros upgrade de notre stack parce qu'on est resté sur du React.js, sur du React Native et sur du Node.js, mais on a complètement revu l'architecture, les différentes librairies, la façon dont on faisait les choses. Pour le mieux, parce qu'on est passé de 2 millions de lignes de code à 500 000 pour un produit de taille équivalente. Donc, c'est vraiment, là, tu as un facteur 4, c'est énorme. Et c'est surtout en termes de vélocité au quotidien, c'est décuplé. Et là, c'est beau parce que maintenant que le Covid est quand même, on est beaucoup moins impacté, parce que la restauration, ça marche à 80%, mais ça marche quand même, on n'est pas à 20% ou à 0% comme on l'était avant. On a la santé qui cartonne. Donc là, c'est bon, les équipes travaillent à 100% depuis déjà pas mal de temps. Et du coup, on a fait ce très gros refacto en 2019-2020 où on a du jour au lendemain switch on, switch off, quoi. On avait notre produit avec nos 2 millions de lignes de code, on a arrêté, et le produit avec 500 000 lignes de code, on l'a lancé du jour au lendemain. Et donc ça a été un travail phénoménal de l'équipe et qui vraiment est l'enabler de la croissance actuelle et de la croissance future, parce qu'on a une stack technique qui est cutting edge, qui est vraiment hyper solide, et en plus de ça, enfin, aujourd'hui, on a quasiment plus de dette technique, ou la dette technique qu'on a, elle est résiduelle, et on la gère au fil de l'eau très facilement.
de façon presque invisible pour le produit. Moi, je sais que la tech, ils ont toujours des petits réfactos à droite à gauche, mais ça ne vient jamais parasiter la roadmap produit parce que, en fait, le gros du travail a été fait pendant 12 mois à peu près, même un peu plus si tu comptes les études préliminaires d'architecture pour décider un petit peu de ce qu'on allait faire. Et après, on a eu une phase de développement intensif pendant 9 mois. On a quasiment arrêté la roadmap produit, mais on était en plein Covid, donc c'était pas grave parce qu'on n'avait plus d'utilisateurs, enfin très peu. Donc la roadmap produit avait moins d'intérêt. Et en fin de compte, ça nous a permis d'aller tellement plus vite derrière que ça a été un super truc. Et ça a été vraiment le dernier gros sujet que j'ai dû gérer en tant que CTO. Parce qu'après, une fois qu'on avait fait ça, si tu veux, d'un point de vue CTO, tu te dis, bon, là c'est bon, on a une stack du feu de Dieu. Bon, après le reste, ça va être des chantiers qui vont être assez en profondeur sur des sujets très précis. Et là, c'est dur à concilier quand tu fais ça et que tu as le produit à gérer derrière. Surtout que maintenant que le produit va pouvoir décupler sa rapidité d'exécution grâce à cette stack technique-là, eh ben, on va pouvoir charger la mule et y aller à fond. Donc c'est là où tu te dis, il est grand temps de faire un choix entre les deux. Une dernière question. Tu as parlé de t'étendre sur toute l'Europe. Est-ce que ça impacte le produit? Et deuxième question, aujourd'hui tu vises trois secteurs, c'est ça? Tu as mentionné l'industrie aussi, mais aujourd'hui de plus en plus, par exemple dans l'IT, il y a des personnes qui souhaitent travailler en freelance. Est-ce que tu comptes aussi rajouter un réacteur à l'avion? Alors nous, on n'est pas du tout dans l'industrie, hein. Nous, c'est vraiment restauration et hospitality, hein. C'est peut-être ça qui t'a fait. C'est l'hospitality, donc la restauration et le healthcare. La tech, en fait, bon, la tech, il existe une plateforme qu'on connaît bien, on a un investisseur en commun, enfin qu'on aime beaucoup. En plus, c'est des gens à qui on est assez proche, qui est Malte, hein, que tu dois sûrement connaître, qui est vraiment une plateforme pour les métiers digitaux et notamment les métiers technologiques de software engineering. Nous, on est vraiment sur les métiers non digitaux parce que nos produits, malgré qu'on fasse à peu près le même métier, qui est de connecter des entreprises avec des professionnels à leur compte, on le fait de façon radicalement différente parce que ce ne sont pas les mêmes populations ni les mêmes métiers. Nous, ce sont des métiers non digitaux avec des populations qui sont peu tech-savvy. Donc, en fait, tu as une approche qui est radicalement différente déjà dans la création de ton produit. Après, pour répondre à ta question initiale qui était quels vont être l'impact du produit et de la tech également, hein, sur un déploiement européen, bah, sur le produit, il faut que ton produit fonctionne sur tous les pays, qui vont avoir des législations différentes, qui peuvent avoir des monnaies différentes, qui peuvent avoir des spécificités de marché différentes, qui peuvent avoir des habitudes différentes, etc. Donc évidemment, tu vas devoir conjuguer avec ces spécificités pour que ton produit soit fonctionnel et que son produit soit attrayant, tout en gardant le maximum de choses qui vont rester transverses à l'ensemble des pays, pour pas qu'à chaque fois que tu lances un pays, il faut que tu en développes 30% de ton produit, parce que là, ça va vachement avoir d'impact sur la scalabilité de ton offre. Côté tech, sur l'Europe, c'est bon, tu vois, nous, nos serveurs, ils sont pas en France, ils sont en Irlande ou à Francfort, etc. Enfin, bon, c'est que tu ouvres après en Allemagne ou que sais-je, tu vas pas avoir un très grand impact. Par contre, après, si on va outre-Atlantique ou si on se déploie en Asie, là, tu auras des problématiques aussi où tu vas devoir être sur différents data centers et en fonction de là où est ton utilisateur, de le rapprocher de tel ou tel data center. Donc là, oui, tu vas avoir des enjeux technologiques, mais qui vont être plus quand tu vas être sur d'autres continents que sur d'autres pays au sein d'un même continent. Et effectivement, sur le produit, il y a des spécificités à gérer qui vont bien au-delà de la simple traduction, qui est un peu la face visible de l'iceberg. Mais voilà, on a la chance dans la zone euro et que bah il y a quand même beaucoup de choses qui sont les mêmes, hein, à commencer par la monnaie, par le système bancaire. Donc en fait, déjà quand tu dois gérer tes flux financiers, bon bah c'est partout les mêmes. La gestion de factures, tu as quand même des normes européennes qui te facilitent un peu la tâche, même si tu as chaque pays qui a sa petite spécificité, sinon ça serait pas marrant. Là où on a eu plus de problématiques, c'était pour l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est pas la même monnaie, c'est pas les mêmes protocoles bancaires. Voilà, il y a le droit anglo-saxon est très différent du droit continental. C'est même des paradigmes de droit qui sont différents. Donc, mais ça a été top pour nous parce que ça nous a permis justement de créer un produit qui permet justement de gérer des complexités locales. Et même, ça s'est retrouvé dans le code, dans la façon dont on fait de la séparation de concerts dans le code, pour justement se dire, bon, bah, si demain, on veut ouvrir, j'en sais rien, les États-Unis, et bon, bah, en fait, il y a encore d'autres complexités, mais qui vont toucher aux mêmes endroits du produit du code. Donc, on aura déjà fait un peu cette partie d'interfaçage pour faciliter la spécialisation du produit en fonction de besoins locaux. Jean, merci beaucoup en tout cas pour m'avoir appris toutes ces choses.
Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Ravi d'avoir pu discuter de tous ces sujets ô combien passionnants, en tout cas pour moi. Avec plaisir. Retrouvez Jean sur LinkedIn et Brigade sur brigade.co. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.